Et salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la rencontre entre Metz et Montpellier, les Messins, qui, à notre grande surprise, ont réussi à gagner ce match contre les Montpelliérains. Tout simplement un résultat inattendu parce que, après ce que l'on avait vu notamment les matchs précédents, notamment il y a eu la défaite de Lyon, il y a eu un peu de réconfort et surtout on était un peu plus, on va dire, rassuré après la performance contre Strasbourg. Là, cette victoire-là, inattendue, avec beaucoup d'enseignements tactiques, aussi sur le choix des hommes, on va y revenir. Mais vraiment, ce match qui est peut-être un tournant, je dirais, de la phase allée de cette saison 2020-2021 de Ligue 1. Et pour en parler, Monsieur Grenat Forever est avec moi. Comment vas-tu, Grenat Forever ? Bonsoir Monsieur Socket, écoute, ça va très bien. Résultat inattendu, je pourrais même qualifier ça d'un exploit. Le mot n'est pas trop fort à mon goût. Vu la forme du moment des Montpelliérains, c'est un exploit ce qui s'est passé hier soir. Ah, tu as raison, parce que c'est vrai qu'on était quand même face à une équipe assez costaud sur le papier. Et c'est vrai que beaucoup de choses se sont passées. Et donc il faut que l'on voit ça, bien sûr, en détail. Avant de commencer, bien sûr, petit rappel sur le fait que vous allez avoir, bien sûr, des éléments sur l'avant-match que vous pouvez retrouver dans la vidéo avant-match qui a été publiée le matin de la rencontre. Donc vous pouvez voir dans la chaîne, notamment, c'est la vidéo qui s'appelle Avant-match Montpellier-Metz. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la tendance actuelle de Montpellier, surtout celle qui existait avant le match contre Metz. Donc on va pas refaire l'avant-match dans ce débrief, bien sûr. Autre chose, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dites-nous dans les commentaires quels sont les joueurs qui vous ont le plus impressionné, les joueurs qui vous ont peut-être un peu déçu. On va y revenir bien sûr dans les top et flop. Qu'est-ce que vous avez pensé de la tactique employée ? Parce que la tactique, il y a aussi quelque chose à dire dessus, parce que c'est pas totalement la même chose que l'on a vu contre Strasbourg. Mais bien sûr, on va discuter de cela avec Grenat Forever. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour un peu donner votre opinion sur ce match entre Montpellier et Metz. On commence, Grenat Forever, par parler tout d'abord tactique. Si tu veux bien, 11 des deux équipes. Alors évidemment, vous allez avoir à l'écran le 11 de Montpellier, mais on va pas non plus l'analyser. Montpellier, ils se sont présentés face à Metz avec un schéma en 4-3-3. Donc vous avez les noms bien sûr qui apparaîtront à l'écran. Donc voilà un schéma qui est assez habituel pour eux. Metz, en revanche, Grenat Forever, avec la cascade de blessés, avec aussi certains retours, d'accord ? On a pu bricoler quelque chose contre Strasbourg, on s'en souvient, un schéma, tu sais, avec 5 défenseurs, même si c'était donc vous avez compris, plutôt un 3-5-1-1, si on veut, dans le sens où on a 3 centraux, on a les 2 latéraux qui étaient quand même assez défensifs contre Strasbourg, et puis on avait un numéro 6, d'accord ? 2 milieux devant le numéro 6, Boulaya qui était axial, et devant Boulaya, aussi axial, Openget. Là, on arrive, Grenat Forever, pour le match contre Montpellier, sur l'esprit est le même, on va dire, d'accord ? Système 3 défenseurs centraux, avec toujours les 2 latéraux défensifs. Là où ça commence à changer, c'est au niveau du milieu de terrain, parce que grosse modification de Frédéric Antonetti, Grenat Forever, mais on retire un milieu de terrain, donc il n'y a plus que 2 milieux de terrain, d'accord ? Et ce joueur que l'on retire, on va en placer un autre, mais cette fois-ci au niveau de l'attaque. Et surtout au niveau de l'aile droite. Et donc on arrive à ce schéma que j'ai appelé un peu vulgairement le 3-4-3 hybride, parce que si vous regardez bien, la façon dont l'attaque se structure est la même que dans le 4-3-3 hybride, c'est-à-dire que vous allez avoir un attaquant de pointe, Boulaya qui est toujours un peu ce sorte de meneur de jeu axial derrière l'attaquant, et un ailier droit, pas d'ailier gauche par conséquent. Et donc on est dans le même esprit que le 4-3-3 hybride, sauf que comme on est dans un système avec 3 défenseurs centraux, je l'ai appelé le 3-4-3 hybride si l'on veut. Grenat Forever, honnêtement, quand tu vois cet alignement, est-ce que tu penses qu'il a analysé, tu sais, à la fois, je dirais, les avantages et les inconvénients, par exemple, d'un système à 2 milieux de terrain par rapport à ce que l'on avait vu, tu sais, par exemple, contre Dijon, d'accord ? Et aussi le fait que, tu vois, contre Strasbourg,
bah, c'était vraiment hyper défensif et il manquait un peu, tu vois, de soutien offensif pour aider, tu sais, un Open-Gate et même Boulaya qui était très isolé, quoi. Ah, ben, il a trouvé, je pense, le bon compromis en fait. Il s'est dit, ce double pivot ne peut fonctionner seulement s'il y a 3 défenseurs centraux derrière et non 2, donc dans une défense à 5. Et comme on a vu qu'on manquait un peu de poids offensivement contre Strasbourg, il a décidé de rajouter vraiment un milieu droit, Lamine Gueye, qui n'est pas à avoir d'effort en plus sur son côté et qui peut faire le repli défensif. Donc c'était un bon compromis et un bon choix tactique. Enfin, très intriguant en fait en début de. Quand le 11 est tombé, moi ça m'intriguait beaucoup. Oui, parce que tu vois, encore une fois, je pense que il a adapté son schéma tactique parce que il y avait la question des hommes qu'il allait utiliser pour ce match. Il part de l'idée tout d'abord pour commencer que comment dire qu'il a un joueur comme Thomas Delaine qui aime bien monter, mais qu'on est obligé un peu de placer dans un système de la sorte aussi parce que on sait que défensivement il a pas mal de difficultés et donc avoir les 3 défenseurs derrière ça le couvre, tu vois, ça le décharge de toute responsabilité, tu vois, défensif majeure. Et en plus, un tel système sur le papier quand tu vois ça, et encore une fois, pour qu'on voit ce système appliqué, je vous conseille d'aller voir les positions moyennes des joueurs que vous pouvez retrouver sur différents sites. Il y a plein qui existent sur le sujet, mais on voit vraiment que donc Lamine Gueye, tu vois, il est positionné, il est droit, en gros. Et par contre, c'est vrai que toute la partie gauche, en fait, elle est exploitée par Thomas Delaine, qui parmi les 2 latéraux défensifs est celui qui est le plus haut. Et c'est là où peut-être qu'il s'est dit, effectivement, moi j'ai un latéral gauche qui monte beaucoup mais qui défensivement a du mal. Je vais faire le système pour que mon côté droit il soit plutôt, tu vois, équilibré dans un sens. Par contre, le côté gauche, je vais laisser un boulevard pour laisser exploiter Thomas Delaine, tu vois, pour le laisser exploiter ce couloir-là. Sachant que, tu sais, Grenade Forever, je sais pas si tu t'en souviens, mais le système avec 3 milieux de terrain, là où il y avait une petite critique, tu sais, dans le schéma hybride, c'est que le milieu excentré gauche, qui était par exemple Chipembe, tu sais, pendant pas mal de matchs, qui avait été même, si je me souviens bien, à un moment donné, Wagner était rentré en jeu une fois, un peu dans cette même idée-là. La problématique était toujours la même, c'est que les milieux excentrés gauche, et je crois que Maïga aussi avait la même problématique, n'arrivaient pas à exploiter ce côté gauche laissé libre. Tu t'en souviens ? À de nombreuses reprises, ce côté gauche, on n'arrivait pas à l'exploiter offensivement, et parce qu'en fait, personne ne montait. Tu sais, Chipembe avait été très très timide dans sa façon de monter. Et le latéral gauche qui était Mathieu Udol, tu sais, Mathieu Udol est un latéral qui est quand même prudent. Il va monter, mais quand il monte, c'est qu'il est sûr de lui. Alors qu'un Thomas Delaine va beaucoup monter, tu vois, à outrance. Là, il a vraiment, j'ai l'impression qu'on a Forever, tu vois, trouvé, au vu des hommes qu'il doit employer sur le terrain, l'équilibre un peu parfait, tu vois. Oh bah, il s'adapte il s'adapte tout simplement au personnel qu'il a en place et ça prouve que c'est un bon entraîneur. Il sait s'adapter au matériel qu'il a. Il exploite les qualités et les faiblesses de ses joueurs. Même si, et ça avait été dit durant le match, tout en apprenant de ses erreurs, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, il y avait, je crois, Balmont qui disait, tu sais, durant le match, il disait c'est quand même pas un système, tu sais, l'idée de jouer avec 5 défenseurs, c'est pas vraiment un système qu'aime Antonetti, quoi. Donc il dit si il doit faire ce système-là, c'est qu'il juge que c'est nécessaire de le faire. Ah bah, il était contraint. Je pense qu'en ce moment, il est contraint, un peu contraint, mais il prouve que même en faisant un système à 5, il y a des variantes assez intéressantes et une variante qu'on a eu hier soir déjà par rapport à dimanche. Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est une variante qui est assez unique et qui est très intéressante parce que lors du prochain match, on va pas en parler tout de suite parce qu'on laissera ça à l'avant-match, mais il y a une équipe en face qui joue un peu de la même manière. Mais on va pas aller, bien sûr, tout de suite sur ce terrain-là. Juste pour terminer sur l'aspect tactique et la composition, Grenade Forever au niveau des hommes en eux-mêmes. Donc on l'a dit, Lamine Gueye qui retrouve une place de titulaire, lui qui revenait de blessure pour le match contre Strasbourg. Hein, donc il retrouve une place de titulaire. Iseka en pointe de l'attaque. C'est vrai que beaucoup encore d'interrogations sur quelle est entre guillemets l'avant-centre que l'on doit plus privilégier
pour le FC Metz. Et donc, encore une opportunité pour lui pour commencer le match. Et c'est vrai qu'après, au niveau des retours, John Boy, retour attendu. On se disait, tu sais, en avant-match, Grand Forever, que forcément, avoir les 3 de derrière, Boy, Kouyaté et Braun, sur le papier, ça fait un peu rêver. Et donc là, on était un peu servi, on va dire, hein, parce que c'était la bonne chose. La seule surprise, au final, que l'on a peut-être dans le choix des hommes, c'est que à partir du moment où tu vois un système à demi-le terrain, tu pouvais te dire qu'il allait peut-être faire, tu sais, un Maïga Angban. Finalement, il décide quand même de remettre Fofana, qui a déjà joué contre Strasbourg, mais qui n'avait pas joué à ce poste-là. Il avait joué défenseur central gauche dans un système, encore une fois, à 3 défenseurs centraux. Et donc, on a une doublette, double pivot, Maïga Fofana. Et donc, encore une fois, là, un peu surpris peut-être de ne pas avoir Angban, tu vois, commencer le match. Hein. Qui en plus est rentré très très tard dans le match, on va y venir, mais tu vois, c'était un choix vraiment assumé de laisser toute la rencontre Fofana sur le terrain. Après, en plus, de toute façon, le 11 qu'on avait donné en avant-match était biaisé, étant donné qu'on pensait tous que Habib Maïga, à juste titre, selon les déclarations, ne devait pas être présent, et au final, il était là. À notre grande surprise. Que ce soit dans le groupe, et déjà, c'était une surprise qu'il soit dans le groupe, mais encore plus qu'il puisse commencer le match. Et encore plus qu'il puisse faire 90 minutes. Voilà, alors qu'on nous dit quand même, d'une manière un peu inquiétante, 2 jours avant, qu'il était censé avoir problème aux adducteurs. Bam shit, hein. Qu'est-ce que je te dise. Et donc du coup il était prêt, il a décidé de le mettre avec Fofana. Je pense que ça. Après il nous dit que c'est peut-être pour reposer. Moi je pense que c'est plus un choix d'homme, le fait que peut-être Angban paye ses dernières prestations un peu compliquées, et qu'il préférait avoir un Fofana, certes pas forcément avec ses qualités, ses défauts, mais qui dans la récupération du ballon nous a encore fait un bien fou. Hein. Oui, on va y venir après, mais c'est vrai que avec le match qui s'est déroulé, on s'est effectivement plus dit que c'était un choix vraiment décidé plutôt qu'entre guillemets un choix pour faire reposer Angban, quoi. Voilà. C'est un peu ce qu'on s'est dit. Mais c'est vrai que ce 11-là, à part la petite surprise Maïga et le fait que Gay soit par exemple titulaire ou même ICK titulaire, on n'a pas forcément eu cette immense surprise sur le papier. Et puis donc il y a la fameuse tactique reconduite de 3 défenseurs centraux, mais avec la variante, je l'ai dit, en 3-4-3 hybride. Passons maintenant Grenade Forever sur les faits marquants. Alors, ce qui est bien, c'est que tout s'est passé en deuxième mi-temps, donc on va rapidement parler de la première. Parce que la première Grenade Forever, pendant, j'ai noté, 24-25 minutes, on est sur un copier-coller de ce qui se passe contre Strasbourg. Hein. C'est-à-dire que les 25 premières minutes du match contre Strasbourg sont exactement les mêmes que les 25 premières minutes du match contre Montpellier. C'est-à-dire que Strasbourg nous a un peu pris à la gorge pendant 25 minutes. Montpellier nous a pris à la gorge pendant 25 minutes. Metz contre Strasbourg n'arrivait pas à sortir la balle et à aligner plus de 2 passes pendant 25 minutes. Et contre Montpellier, Metz à nouveau n'arrivait pas à aligner plus de 2 passes et n'arrivait quasiment pas à sortir la balle de leur terrain. À chaque fois, la balle était perdue par une erreur de transmission. Forcément qu'à un moment donné, est-ce que c'est quoi pour toi la raison qui fait que Metz a du mal à rentrer dans ces matchs? Surtout, et j'aimerais, avant que tu dises ce que tu en penses, couplé au fait que depuis quand même pas mal de matchs, tu sais, avant le match notamment de Strasbourg, hein, Metz était une équipe qui encaissait quand même pas mal de buts en première mi-temps. Et notamment durant les 20-30 premières minutes. Et donc, est-ce que pour toi, c'est toujours ce symbole avec Strasbourg du fait que Metz a encore une fois du mal à commencer ses matchs? Et donc, est-ce qu'on doit, après quand on est à la 15e journée, c'est ça? Si je me trompe pas? 15e journée. On est à la 15e journée. Après 15 journées, finalement, est-ce que c'est pas encore l'un des rares problèmes qui restent dans la saison, tu vois? Ça sera un problème à corriger. Après, pour hier soir, je pense qu'il y a eu, je sais pas si c'est de la peur, mais on sait que Montpellier a une telle puissance de frappe et était sur une telle série que inconsciemment dans les têtes, on savait qu'on allait passer un quart d'heure un peu compliqué, mais il y a eu énormément de déchets.
D'ailleurs, on l'entendait, Frédéric Antonetti, il se grattait les cheveux, il comprenait pas comment des passes à 2 mètres n'arrivaient pas. Oui, bah oui. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est très bizarre, hein, parce que c'est vrai que. Alors après, tu vois, c'est bizarre. Mais ils ont essayé. Ouais. En gros, le truc, c'est que il y a du déchet, mais au moins ils essayent. Ce qui serait plus inquiétant, c'est qu'ils auraient mis les barbelés sans même essayer. Donc on n'aurait même pas pu dire, ils ont eu du déchet parce qu'ils ont même pas essayé. Donc dans l'état d'esprit, même si on a pris un peu l'eau en 25 minutes, l'état d'esprit était bon. Avec du déchet, mais il était bon. Pour ça d'ailleurs, Frédéric Antonetti l'a dit. Est-ce que tu penses aussi que le fait est que beaucoup d'équipes, j'ai l'impression contre nous, essaient d'aller tambour battant, tu vois, pendant 25-30 minutes, et ils accusent tous à peu près le coup au même moment, tu vois. Et mais finalement, tu vois, à la 25e, c'est là où on a commencé tu vois, genre, on pouvait un peu plus jouer large. Tu sais, genre, jouer, notamment, tu sais, tu voyais la ligne de lancement des défenseurs centraux était beaucoup plus haute après 25-30 minutes qu'auparavant. Et tu voyais les centraux de Metz qui jouaient un peu plus large, tu vois, genre un Dylan Brown qui commençait à beaucoup aller sur le côté droit, à mener la balle. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, est-ce que c'est pas aussi le fait que l'adversaire, peut-être qu'à un moment donné, il a fait une grosse accélération pendant 27 minutes, et c'est juste que il relâche un peu l'effort, quoi. Il relâche et Metz après monte aussi physiquement. Alors on pensait que finalement il y a 3 jours, on disait peut-être que le fait d'avoir peut-être mis les joueurs dans le rouge physiquement, ça aurait des répercussions. Mais est-ce que finalement le fait d'avoir mis les joueurs dans le rouge pendant la trêve ne serait pas en train de porter ses fruits en ce moment-là? Bah c'est bizarre parce que tu sais, contre Strasbourg, fin de match, on avait du mal physiquement. Et là, c'est compliqué d'imaginer 3 jours après le fait que tout change, tu vois. Que là, la répétition des matchs fait qu'on commence vraiment à retrouver une domaine physique alors que les autres équipes commencent eux à plonger, parce que c'est vrai que ces deux équipes qui n'avaient pas du tout tourné, hein, Montpellier avait exactement mis le même 11. Ouais, sauf nous qui avons peut-être fait quand même des changements, tu sais, notamment sur l'attaque. L'attaque, elle a un Donc on va dire que niveau physique, la récupération, les deux équipes étaient vraiment égal à égal. Et à partir de la 30e minute, Metz physiquement a pris le pas sur l'équipe de Montpellier. Ça s'est confirmé après ouais. les 45 dernières minutes où il y avait une équipe qui était physiquement très au-dessus de l'autre. Hein. C'est vrai qu'à partir de la 30e, on a commencé à avoir déjà des actions côté Metz. Hein. Thomas Delaine a 2 opportunités, une frappe qu'il exécute en dehors de la surface de réparation qui est arrêtée par Homelin, le gardien de Montpellier. Et puis il y a cette action de fin de match, tu sais, où il reçoit la balle, comment dire, il est sur le côté gauche. Et le problème, c'est que son contrôle, le pied gauche, est pas bon, malheureusement. Ce qui fait qu'il emmène la balle est amenée un peu trop loin, et quand il essaie de tirer, elle n'est pas cadrée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la fin de match, enfin la fin de la première mi-temps, pardon, est marquée par Thomas Delaine qui a des actions offensives, par je crois aussi Boulaya qui fait une tête. Ah oui, le centre de Santos pour Boulaya, la tête un petit peu écrasée. C'est ça, mais en tout cas, on sent une présence offensive un peu mieux que par exemple le match contre Strasbourg. C'est-à-dire que Strasbourg, tu marques quand même contre le cours du jeu où t'as quasiment rien en action, si tu t'en souviens bien. Et même après avoir ouvert le score en première mi-temps, offensivement parlant, t'as pas trop d'existence, tu vois. Là, jusqu'à la 30e, t'as pas d'existence, mais d'ailleurs, tu commences à montrer un peu le bout de ton nez. Passons, je dirais maintenant, Grenade Forever, à ce qui nous intéresse, la deuxième mi-temps. Parce que deuxième mi-temps, contre nos amis montpelliérains. Et là, au bout de 5 minutes, tu réussis à totalement mettre un coup sur la tête de nos amis montpelliérains qui pourtant, offensivement, n'ont fait que d'attaquer. Et donc cette faute de Savanier sur Boulaya, penalty pour Metz. Alors là, évidemment, Grenade Forever, penalty pour Metz. Quand on a vu ça, on a dit c'est reparti. Moi je l'ai pas regardé. J'ai pas regardé non plus. Je me suis. Qu'est-ce que j'ai fait qu'on a fait? Je me suis levé, hein.
j'ai augmenté un peu le son et j'ai tourné dos à la télé. J'avais pas le choix. Et en voyant le ralenti, on voit quand même qu'il y a un mec qui a pris tout de suite ses responsabilités. Hein. Et le mec qui a pris la responsabilité, c'est tout simplement Iseka, qui, je rappelle, avait marqué son but contre Nantes. Si je me trompe pas, ou Dijon, je ne sais plus. Oui, non, c'est contre Nantes, c'est ça. C'était contre Nantes. Et donc Iseka prend la balle. Et heureusement, tu sens un peu le soulagement dans les coéquipiers. Parce que N'Guet, qui évidemment a la chocotte, Boulaya qui a la chocotte aussi de tirer le penalty. N'Guet était sur le banc encore au moment-là. Ah oui, pardon, N'Guet, je pensais à Lamine Gueye. Confondu, excuse-moi. Lamine Gueye qui finalement n'a pas encore tiré de penalty, mais lui aussi aurait pu sentir de la pression, tu vois, de ne pas avoir tiré encore de penalty. Et puis je parle pas des autres, hein, des Maïga, par exemple, qui ont fui leur responsabilité, j'ose le terme, contre Strasbourg, par exemple. Et donc Iseka prend la balle. Et alors Iseka qui a compris une chose très très claire, c'est que au petit jeu des anticipations tu sais, de genre le mec qui est droitier, donc je plonge à droite, et le mec est gaucher, je le plonge à gauche. Iseka il se prend pas la tête, il dit je tape la lucarne dans tous les cas. Et ben heureusement très bien tiré. Très bien tiré, et heureusement parce que Homelin anticipe le bon côté, mais à ras de terre. Iseka il met de la lucarne, donc ça règle l'histoire. C'est un penalty très très bien tiré. Comme quoi, c'est pas qu'une affaire de côté. Hein? On l'oublie jamais, mais c'est pas qu'une affaire de côté. Mais Iseka choisit le côté et surtout la bonne partie du but qui est pas vraiment anticipée par Homelin, c'est normal, qui va plonger en lucarne. Et donc Metz qui mène 1-0, totalement contre le cours du jeu. Réaction en chaîne de Montpellier qui, quasiment jusqu'à la fin du match, tente d'accélérer le rythme en fait. Pour essayer déjà qu'ils ont du mal à marquer, enfin à avoir, je dirais, des actions très très concrètes dans ce match. D'ailleurs, quand vous verrez les stats dans les enseignements collectifs, vous verrez qu'ils n'ont pas eu d'action concrète qui a vraiment, je dirais, mis en danger Oukidja, hein, si on prend en global. Mais ils ont quand même continué à pousser, notamment par leur jeu de centre dont on en parlera, parce que ce nombre de centres qu'ils ont réalisé, absolument incroyable, pour le peu de résultats qu'ils ont obtenus. Et donc ils ont poussé Montpellier, Grenade Forever. Franchement, quand tu vois la façon qu'ils ont poussé, tu sais, dès le but marqué par Iseka jusqu'à la fin du match, le fait que nous, on a un avantage au score, d'accord, et qu'on se dit, il faut pas que ça fasse un bis repetita par rapport à Strasbourg, tu vois. Parce que Strasbourg, le contexte est le même, hein. Tu marques sur penalty contre le cours du jeu et t'as l'adversaire qui pousse, hein. Et donc t'as quand même peur que ça se répète. Toi, quand tu vois cette offensive de Montpellier durant tout le reste de la rencontre, est-ce que tu y as cru, toi? Ou pas? Au fait qu'on allait tenir ce score? On va dire les 5 premières minutes après l'égalisation, ils ont vraiment poussé fort. J'ai peut-être eu un peu peur. Et bizarrement, après, je sais pas, je nous ai trouvé en fait... Enfin, serein, c'est peut-être un grand mot, mais... solide. Voilà, solide. Un peu, j'avais un peu cette sensation, ça me faisait penser à la sensation que j'avais sur la deuxième mi-temps contre Saint-Etienne, où on menait 1-0 et que Saint-Etienne a eu la possession du ballon toute la deuxième mi-temps, mais où j'avais l'impression qu'en fait, ils pouvaient attaquer pendant des heures et des heures, qu'en fait, ils n'arriveraient jamais à avoir d'occasion franche et à nous mettre réellement en danger. Et force est de constater que j'ai eu raison parce que c'est ce qui s'est passé. Surtout que... On avait un sentiment de solidité après, de par aussi la façon de jouer de Montpellier. Ah oui, ça oui. Qui s'est entêté à vouloir, à centrer. À centrer encore et encore et encore. Hein, parce que bon, voilà, Delors est un très bon joueur de tête. Laborde aussi, mais bon. Et donc nous, avec nos 3 tours derrière, t'étais serein. Parce que ça, c'est un truc qui a été souligné. Alors, tu sais, je t'en ai parlé juste après le match. Moi, j'avais expliqué, j'ai pas compris pourquoi est-ce que Montpellier, pendant tout le match et surtout après l'ouverture du score, on continue à jouer sur les centres. Et surtout qu'à un moment donné, tu vois très très bien, et ça s'est vu en deuxième mi-temps surtout, que dans le duel physique, en fait, dans la surface messine, les attaquants de Montpellier n'arrivaient pas à exister, quoi.
ils n'arrivaient pas à exister. Et finalement, les actions pour moi qui m'ont fait le plus peur, tu sais, c'est t'as une frappe de Ristich, mais t'as aussi le coup franc qui est tiré. Alors je sais plus qui c'est qui tire, je crois que c'est leur sud-coréen, c'est Yoon, je crois. Yoon Il-lok. Ouais, je sais plus si c'est un coup franc. Si, enfin je sais qu'il y a un coup franc qui est tiré qui passe juste à Ça côté vient de. du coup franc de Savanier. Ah bah alors peut-être c'est celui-là. 80e, contré, et puis après, Youn reprend la balle, une frappe un peu de loin, un peu contrée, un peu bizarre. Non, moi c'est un coup franc qui est sorti en sortie de but, mais tu vois, Oukija est totalement battu. Là où je veux en venir, c'est que tu vois, la deuxième mi-temps, pour moi, la solution de Montpellier pour essayer de revenir dans le match, c'était tout simplement de tirer au but, quoi. Mais genre, dès que tu as une opportunité de tirer, tu tires, quoi. Et alors qu'en plus, ils ont vraiment des très très bons joueurs de pied, je veux dire, enfin des joueurs de pied, ils ont de très très bons frappeurs, tu l'as dit. Delors est un très bon frappeur, Savanier est un très bon frappeur, Mollet est un très bon frappeur. Avec tous ces joueurs-là, tu réussis pas tu vois, à vraiment prendre les opportunités de frappe que tu peux avoir même à l'extérieur de la surface pour menacer directement Oukija sans devoir passer notamment par les centraux de Metz qui, eux, ont défendu très très bas, notamment dans la surface de réparation de Messid. Mais par contre, dès qu'il y avait un centre, il y avait une réponse des centraux de Metz qui gagnait tous les duels, quoi. Et donc, à un moment donné, Montpellier, effectivement, tu dis, ils se sont entêtés dans la même stratégie. Et d'ailleurs, c'est reconnu, je crois, en conférence de presse d'après-match, parce que j'ai lu un papier de l'équipe dessus, où ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont abusé des centres, alors qu'en fait, ils auraient dû beaucoup plus tirer au but, quoi. Tu vois, c'est même eux ont cette reconnaissance en après-match que, bah ouais, il y avait un déficit physique entre eux et les joueurs de Metz, et ils se sont tapé le mur pour essayer d'exister offensivement. Il y a un truc à noter quand même, c'est que donc Montpellier effectivement tente de revenir dans ce match, malheureusement en utilisant une méthode pas très très efficace pour eux. On avait critiqué Grenoble Forever, tu sais, le coaching de Frédéric Antonetti lors du match contre Strasbourg. Le fait, par exemple, de ne pas réaliser, tu sais, de changement durant notamment, tu sais, la 70e minute de jeu, tu sais, moment où, par exemple, on menait au score. Surtout avec l'idée, alors, il y avait déjà l'idée de 3 jours plus tard, on joue un match, qui était donc Montpellier. Il y avait aussi l'idée de se dire, il faut quand même tenir le score. Faisons moins des changements pour mettre des joueurs plus frais, tu vois. Et donc, Montpellier, effectivement, fait beaucoup de changements. Par la suite, c'est 76e, enfin 79e, pardon. Donc, je t'ai dit, Youn Il-lok qui rentre pour Montpellier, Skuletic rentre, Souquet rentre, j'ai noté aussi Iwai qui rentre. Mais il y a 2 changements quand même qui sont faits auparavant. Opengate, déjà, qui rentre à la 63e, qui remplace Iseka. Iseka qui, à part le but marqué, a pas non plus fait une performance extraordinaire sur sa période de match. Il y a surtout une autre entrée qui va être importante pour la suite, c'est à la 70e, Yad qui rentre. Et c'est là où tu dis qu'il a peut-être appris de ce qui s'est passé contre Strasbourg. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu mènes au score contre Strasbourg que ça doit t'empêcher de faire des changements. Et donc l'argument de se dire en gros, ouais, le banc touche n'est pas à la hauteur pour rentrer dans de tels matchs, c'était un argument qui était employé par certains qui était un peu faible. Là, tu fais rentrer Yad à la 70e et N'Guett. T'affiches quand même quelque chose de très très clair, c'est tu fais pas des changements pour rendre ton équipe encore plus défensif, mais bien pour maintenir la direction que tu as initiée depuis le début du match. Et bizarrement, c'est un peu ce qui va, pour moi, je pense, c'est ce qui a impressionné beaucoup de monde, c'est la rentrée de Yad, hein, parce que Yad, qui offensivement aura été pour moi l'un des principaux contributeurs offensifs, notamment les contre-attaques en deuxième mi-temps. Hein. Pour toutes les actions qui arrivent notamment, tu sais, à partir de la 70e minute de jeu, hein, 77e, il y a Boulaya qui frappe 2 fois, je crois, 2 minutes d'affilée, et surtout la fin de match, quoi. Oh, les 20 dernières minutes sont, enfin, pas à sens unique, mais les occasions franches sont du côté Messine. Hein. On est plus proche dès la 70e d'un 2-0 que d'un partout. Hein. Ouais, parce que l'entrée de Yad, elle aide énormément. C'était incroyable. En termes d'accélération, Grenade Forever, l'entrée de Yad, elle est incroyable. En fait, surtout, juste pour terminer sur ça. Elle est incroyable, et physiquement, on a pris le pas à partir de la 65e.
On voyait plus du tout leur milieu. Savanier et Ferry se sont éteints. Maïga a recommencé à monter en puissance. Mais Et nos contre-assassins leur ont fait mal. À 3 reprises, on a 3 occasions franches et sur la troisième, se passe ce qui se passe, quoi. mais surtout, c'est un peu incroyable, c'est que tu as vraiment senti la différence de fraîcheur, on va dire, en termes d'endurance, en termes de fraîcheur physique, entre Yad et tout le reste de l'équipe de Montpellier. C'est-à-dire que quand Yad faisait des accélérations, t'avais l'impression que les joueurs de Montpellier, tu sais, ils couraient en vitesse 0,5 quoi. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le décalage, il est hyper frappant quoi. Genre les mecs de Montpellier derrière ils sont un peu lents à réagir. Et Yad par contre, il fait des trucs et ça nous amène. Là aussi étonnant, hein, mais contre-attaque avec, avec Yad qui reçoit la balle, qui accélère, qui nous fait un caviar de passe pour Maïga. Et alors là, Maïga qui est annoncé mort et enterré il y a de cela 2 jours, blessé aux adducteurs finalement, et aux avant-postes. Comme quoi, tu vois, quand il va aux avant-postes, ça marche. Ce qu'on avait déjà remarqué, tu sais, contre Dijon l'année dernière. Hein. Quand il monte, ou même c'était contre quel match? Il y a un autre match aussi, je crois, cette saison, où tu sais, quand il monte aux avant-postes, il peut apporter quelque chose. Et là, il est aux avant-postes, contrôle, dribble, et il prend à contre-pied Omelin, et donc 2-0. Et le match, en fait, et ça, c'est vraiment le coup de grâce pour Montpellier, et le match se termine sur ça. Et donc, le bilan que l'on a, Grenade Forever, d'effets marquants de ce match, c'est de se dire que c'est un hold-up mérité, parce que, mine de rien, on assumait le fait de jouer défensif avec notre schéma tactique. Hein. Je veux dire, on avait l'attaque de Montpellier en face qui nous menaçait. Donc on jouait avec un schéma tactique défensif. Par contre, même en menant 1-0 à la 60... en menant 1-0 à la combienième minute, j'ai noté, à la 50e minute de jeu avec le penalty d'ICK, pardon. Metz, quand il y avait une opportunité de contre à utiliser, il y allait à fond. Tu vois, c'est ça. Et donc même à la 89e, 90e, alors qu'on menait 1-0 et qu'on était tout proche de ramener 3 points, ce qui était absolument inespéré, à Metz, on continue à faire les contres à fond. Et quand vous prenez le but à la fin, marqué par Maïga, il y a 3 Messins dans la contre-attaque. Et surtout Maïga, tu vois l'accélération de Maïga, quoi. Maïga, c'est un milieu de terrain qui a cravaché durant tout le match et il monte aux avant-postes comme ça. On a quand même senti, Grenade Forever, l'envie de gagner. Si tu vois ce que je veux dire, comparé à Strasbourg. Ouais, oui, c'est. À 1-0, les mecs ont continué. Je sais pas si du coup, peut-être que mentalement, le point à Strasbourg leur a redonné un peu d'élan d'énergie et leur a prouvé que leur capacité qu'ils ont les éléments pour ne pas avoir peur et tenter de gagner même contre des équipes comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, que dire de plus si ça n'est que quand Dans les têtes, ça prouve l'état d'esprit était déjà bon à Strasbourg avec des choses à corriger, mais là, il était encore une fois bon. Et quand les mecs se lâchent un peu plus et ont conscience de leur potentiel, même contre ce genre d'équipe, ça donne ce qu'on a vu surtout sur la dernière trentaine de minutes. Là. Ouais, c'est sûr, c'est vrai que la dernière trentaine de minutes, c'est un bon message que tu envoies, quoi. C'est un bon message que tu envoies, et c'est vrai qu'en termes d'enseignement, c'est un très très bon message parce que ça prouve que t'avais pas peur, tu menais 1-0, et c'est pour moi un meilleur message que ce que tu as envoyé vis-à-vis du match contre Strasbourg, même si peut-être que l'objectif contre Strasbourg était de ne pas perdre ce match, là où l'objectif contre Montpellier était aussi peut-être de ne pas perdre ce match, mais on a senti moins de pression vis-à-vis de cet objectif, tu vois, de ne pas perdre de match. Quand on regarde les stats vite fait Grenade Forever, mais c'est vrai que on en parlait, enfin j'en ai parlé très rapidement, mais ils ont des opportunités de tir Montpellier, des opportunités de tir assez importantes. Malheureusement, quasiment, et j'en ai noté 3 cadrés. Comme on l'a dit, hein, le jeu de centre, pas une bonne idée quand t'as une telle formation Messine en face de toi, quoi.
Non, mais c'est ça. Puis leurs 3 frappes cadrées, c'est vraiment des frappes sur Ukidja. Hein. La frappe de Ristic est tellement écrasée. En première mi-temps, c'est la frappe un peu à l'entrée de la surface où il lui tire vraiment sur lui. Il n'y a pas eu vraiment une occasion où on a pu dire Alexandre Ukidja a encore sauvé la patrie messine. Ouais, même s'il avait trois arrêts à faire, il les a fait quoi. Voilà, il les a fait. Après, il y a évidemment toutes ces balles en l'air où, quand la défense n'est pas là, lui, il a cette faculté dans les airs, il est très très impressionnant. Hein, ça, c'est. Donc voilà. Ouais. Et il n'a pas pris de carton jaune. Et il a encore passé un match, je trouve, c'est peut-être le deuxième ou troisième match où même son jeu au pied, il commence vraiment à progresser. J'ai pas souvenir d'un dégagement raté encore. Ça fait. Alors, objectivement, si on regarde les stats, bon, objectivement, vaut même pas que l'on parle de ça, si tu veux. Non, mais on va pas parler de ça, mais c'est vrai qu'objectivement, bon, dans les stats de Oh, mais je trouve qu'il progresse, il progresse. Bon, c'est pas le débat, mais voilà. C'est pas le débat, mais non, ça n'a pas été. Des stats que j'ai là, on est sur du 57%, 57%. Quand vous regardez l'historique de Ukidja depuis le début de la saison, pour une petite information, hein, 57% Ukidja, on est sur. Je suis en train de faire ma petite liste checking des performances. On est sur une performance de milieu de saison, hein, en gros. Il est dans il est dans la moyenne de ces matchs, quoi. Le plus bas, ça a été pour information contre Saint-Etienne, 38%. Là, il est à 57%. On n'est pas au niveau de Dijon ou de Lyon où il était à 82-87%. Tu vois. Mais c'est pas évidemment sur ça que l'on va retenir la performance d'Ukidja, même si il fallait quand même le signaler. Grenade Forever, je pense qu'on a fait pas mal d'informations sur les enseignements, déjà quand on a parlé des faits marquants. Petit point sur le classement, rapidement. Situation intéressante parce qu'il y a eu quand même d'autres matchs qui se sont, déroulés en même temps que ceux de Metz. Et donc forcément, impatient de voir l'évolution que ça avait par rapport au classement du FC Metz. Le FC Metz qui finalement, mine de rien, avec ce petit résultat, se rapproche du milieu de tableau, parce que l'on est avec, donc après 15 journées avec un total de 20 points, on est à 2 points on a 2 points de la 10e place. Derrière nous, Bordeaux 19 points, Saint-Etienne 16 points, et donc Strasbourg qui est à 6 points. Ce qui est bien, c'est que c'était quand même la période, sur le papier qui était la plus enquiquinante. Je rappelle, 4 matchs en 10 jours, dont 3 à l'extérieur. Très corsé sur le papier. Et pour l'instant, on négocie bien la première partie. Pour l'instant, on négocie bien la première partie avec 4 points sur 6. 4 points sur 6. Ce qui était inespéré, je vous le dis tout de suite. Ce qu'on pensait peut-être même pas avoir en 4 matchs. Exactement. Pour les plus pessimistes d'entre nous. Exactement. Et donc, pour l'instant, le démarrage de cette période, qui était pour moi, et on l'avait identifié dans la vidéo sur le calendrier de la saison, était certainement la période la plus compliquée sur le papier. Donc pour l'instant, tout va bien. 12e, on est dans la bonne moyenne entre guillemets du championnat, et on creuse un peu l'écart avec des équipes qui notamment ont eu quelques petites difficultés, à savoir une équipe comme par exemple Lorient, qui a perdu contre le Paris Saint-Germain, mais aussi Dijon qui a perdu par exemple, donc Nîmes qui a perdu aussi. Nîmes. C'est ça. Surtout Nîmes. Et Nantes aussi qui a perdu. Et Nantes qui sont pas relégables mais qui sont sur une passe très 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 délicate, qui viennent de changer leur entraîneur, que c'est ça. Problème extra sportif qui se ressent aussi sur le sportif, donc ouais, donc c'est bien. On verra ce qui se passera après le Lens notamment, mais pour l'instant au niveau du classement, on est vraiment du bon côté. Les voyants repassent au vert, de toute façon. Les voyants repassent au vert, deuxième match d'affilée, et puis effectivement le clean sheet qui en plus nous fait grandement du bien. Grenade Forever, terminons si tu veux bien par les top et flop, pour terminer ce beau débrief du match entre Montpellier et Metz. Alors je sais que ça va pas être simple. Ça va pas être simple, commençons par tout d'abord les flops. Parce que là, Grenade Forever, c'est clairement pas simple. Moi j'en ai un, mais quel est ton flop ? Pour moi, mon flop, après c'est peut-être un peu dur, mais moi ça sera la Mingay.
Ah bah qui écoute, nous avait on est sur la même longueur d'onde. Hein. Lamine Gay qui nous a évidemment euh, tellement ébloui sur ses premières titularisations, mais là on l'a senti un peu en dedans. Alors est-ce qu'il paye un peu son retour peut-être un peu trop vite dans le groupe? Physiquement, il n'était pas voilà. Donc, c'est plus un flop par défaut, mais sur ce match-là, par rapport aux autres, en fait, c'est lui qui a été le moins bon. Moi, je vais clairement te suivre hein, parce que effectivement, alors euh, visuellement parlant, ça se voit qu'effectivement, euh, jusqu'à sa sortie, qui est intervenue, si je me trompe pas, à la 70e minute de jeu, remplacé par Yad. Déjà, il souffre du fait de la comparaison par rapport à Yad, par rapport à l'apport de Yad, tu sais, dans le match. Hein. Je pense qu'il y a déjà une souffrance par rapport à ça. La deuxième souffrance qui a beaucoup joué pour moi, c'est que les actions dangereuses en fait sont venues beaucoup du côté gauche. Même s'il y avait des centres, tu sais, de 111, mais finalement les joueurs qui ont impacté les actions, Boulaya, on parlait de la tête, ou alors les frappes de Delaine, c'est venu côté gauche. Et c'est pas venu du côté de Lamine Gueye. Donc ça, c'est déjà, je dirais, un problème dessus. Et après, si vous couplez ça avec notamment l'analyse statistique, bah, on a un joueur qui malheureusement, en termes par exemple de pourcentage de passes réussites à 71%, c'est bah, un des joueurs de champ qui a eu la moins bonne précision au niveau de ses passes. Et même dans l'apport, je dirais, offensif, ben, il a tout simplement contribué à, si je me trompe pas, à aucune occasion, enfin aucune action pardon, menant à un tir. Donc c'est-à-dire que son apport à des actions offensives est quasiment nul en fait sur sa période de match. Donc je vais aller dans ton sens pour effectivement le qualifier de flop sur ce match. Au niveau des tops, Grenade Forever, pas simple non plus. Quelques noms se dégagent. Oh. Quel est ton top? Oh, moi, c'est Kiki Kouyaté. Monsieur Boubacar Kouyaté. Je pense. J'ai envie de le récompenser. Je l'avais mis en mention honorable la semaine dernière, comme Thomas Delaine. Là, ça sera mon top. J'aurais pu mettre toute la charnière centrale, les trois. Mais s'il y en a un qui m'a impressionné, c'est Kouyaté. Hein, quasiment. J'ai vu une stat passer, je crois, aucun duel perdu de la tête. Il a été impressionnant. Il commence à prendre de l'ampleur et il a vraiment sa carte à jouer dans ce système-là. Parce que dans le système-là, on est d'accord qu'en fait, il est la pointe basse, en fait, quasiment de Metz, en fait. Parce que les boys et Braun sont sur les côtés, tu vois, et ils ont des fois tendance à vouloir monter ou à vouloir couvrir les côtés, mais Kouyaté est toujours celui qui est plus bas. Kouyaté est un peu celui qui va être là un peu en dernier rempart, alors que Boy et Braun, les deux patrons, vont plus avoir tendance à aller un peu plus au marquage, à aller chercher les mecs, et Kouyaté est là en dernière rampe, sur les centres, pour tout, la tour de contrôle, quoi. Physiquement, effectivement, tour de contrôle, très impressionnant dans ces duels aériens, effectivement, qui gagnent. Physiquement, il est très très impressionnant. Quand l'adversaire use à outrance du jeu de centre et que bah, t'as Kouyaté qui est là, bah, grosse erreur, hein, parce que t'as aucun joueur à Montpellier qui peut physiquement rivaliser avec lui, en tout cas sur ce match. Après, il a quand même quelques petits défauts, hein, il n'est pas joueur parfait, hein, je pense que ça a été très mal dit par beaucoup de gens. C'est que tout le monde, hein. Dans son jeu de relance, il manque encore un peu de. Tu vois, c'est pas Braun par exemple, tu vois, dans son jeu de relance. Mais ça va venir. Ça va venir, hein, mais c'est vrai que il a clairement impressionné défensivement sur ce match. Moi, au niveau du top, alors j'allais partir comme toi sur Kouyaté. Je vais juste un petit peu, on va dire, changer mon orientation. Je t'avais dit, Grenade Forever, juste après le match, que j'avais été un peu embêté, tu sais, par Maïga. Parce que j'avais l'impression que Maïga ratait beaucoup de choses sur ce match. Tu sais, j'ai regardé à nouveau le match. J'ai couplé ça aussi avec les stats, hein, en plus. Et en fait, je me suis rendu compte que il fait partie des tops de ce match. C'est-à-dire que, juste pour t'expliquer, c'est-à-dire que Maïga, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que Maïga, tout comme Fofana d'ailleurs, qui pour moi est une mention honorable parce que Fofana a fait beaucoup de travail de récupération. Comme vous savez, c'est pas un joueur qui va contribuer au jeu offensif, ça, on le sait très bien. Mais à partir du moment où tu enlèves un milieu de terrain et où il n'y a plus que deux milieux de terrain, ça demande beaucoup plus de travail au milieu de terrain pour participer justement à l'effort de l'équipe. Et franchement, pour un mec qui était un peu blessé à la fin du match de Strasbourg, que tu vois encore à la 90e minute de jeu accompagner une action offensive comme il le fait,
j'ai couplé à ça effectivement les stats. Je me suis rendu compte que finalement, son jeu de passe est pas si catastrophique que ça en termes même de pourcentage. Sur ce match, j'ai noté à 80% de possession de balle. C'est parmi un de ses meilleurs pourcentages de la saison. Enfin, en tout cas, c'est pas un des pires. Parce que j'avais vu certains qui s'interrogeaient dessus. Il est sur, en termes de pourcentage de passes, j'ai noté, si je compile un peu toutes les données, on est sur la 5e performance de la saison pour lui, en termes de pourcentage de passes. Donc il est pas du tout, hyper catastrophique, même si ce qui lui a fait cruellement défaut, c'est le jeu long en fait. Le jeu long, par contre, a été moins efficace. Le jeu long, là par contre, il y avait effectivement moins de précision. Mais dans le reste, en fait, ça a été un joueur plutôt clair dans son jeu de passe. Donc même ça qui était un peu la critique qui m'avait empêché de le mettre en top, finalement existe un peu moins. Surtout par exemple comparé à d'autres joueurs qui finalement ont fait pire que lui en termes de jeu de passe. Et en plus il marque le but à la fin, donc c'est vrai que c'est une contribution que j'aimerais souligner, donc je mets Maïga pour le top pour ce match contre Montpellier. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour Gonna Forever. Merci beaucoup, bien sûr, d'avoir participé à ce débrief du match entre Montpellier et Metz. J'espère que tu as pris un plaisir qui est partagé. Ah, évidemment. Évidemment. Pour les autres, pour ceux qui veulent savoir ce qui va se passer après. Donc tout d'abord, il y aura un avant-match. Donc on ne le fait pas dans ce débrief. Mais il y aura un avant-match de la rencontre entre Lens et Metz. À Metz, donc. Qu'on va enregistrer juste après ce débrief du match contre Montpellier. Donc vous pourrez suivre toutes les informations autour de ce match à ce moment-là. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. De commenter ce que vous avez pensé du match, la performance de tous les joueurs. Et tout ce que je peux vous dire, c'est à la prochaine. Et allez au FCMS.